Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre grand magazine Show Diplomatique. Il reçoit pour vous ce soir le chef de mission adjoint de l'ambassade américaine. Il s'agit de Monsieur David Brown. Avec lui sur ce plateau. Bonsoir, Monsieur David Brown. Bonsoir. Je le disais en introduction, vous êtes le chef de mission adjoint de l'ambassade américaine ici en République démocratique du Congo. À quel niveau se situent nos relations de coopération bilatérale USA-RDC? Bon, je crois que nos relations bilatérales sont très bonnes. Et il ne faut pas oublier non plus que ces relations datent depuis, bien entendu, l'indépendance du Congo. Donc ça fait quoi, 56 ans de relations. Et nos programmes, les investissements que apporte notre ambassade ici, qui contribuent au développement ici en Congo, sont très considérables dans des secteurs divers, mais surtout dans l'éducation et dans la santé, aussi les contributions à la bonne gouvernance, le développement démocratique. Et à titre d'exemple, surtout dans le secteur de santé, avec ce fléau de la fièvre jaune qui a frappé l'Angola dans un premier temps et puis a touché aussi l'RDC, les contributions de notre ambassade, de nos collègues de l'ambassade de l'USAID, une autre agence du gouvernement américain qui s'appelle CDC, ont été très considérables. Nous avons fait des contributions en étroite partenariat avec le ministère de la Santé publique et d'autres partenaires internationaux à cette campagne de vaccins. À part ceci, il y a aussi un programme qui d'ailleurs a été initié par le président Bush, qui s'appelle PEPFAR, et c'est dans la lutte contre le VIH-Sida. Il y a des investissements très considérables, surtout ici à Kinshasa, mais aussi à Lubumbashi. Et nous, en quelque sorte, avec d'autres partenaires tels que le Global Fund, nous avons collaboré ensemble, toujours avec le ministère de la Santé publique, pour diviser la carte de l'RDC. Donc on a notre rôle, c'est Kinshasa et Lubumbashi. Nos partenaires partagent aussi. Pourquoi principalement ces deux villes? Je crois que surtout cette épidémie se situe dans des centres urbains. Historiquement, à Lubumbashi, où d'ailleurs j'ai commencé ma carrière il y a très longtemps, à notre consulat général. À l'époque, ce fléau qui est le VIH commençait tout juste de surgir. On ne savait pas même ce que c'était. Et je crois que c'est le vecteur, le trajet de cette maladie est souvent lié au circuit de transport. Dans le cas de Lubumbashi, le circuit d'envoi de minerais, par exemple, et aussi l'importation par camion de l'Afrique du Sud, où le taux de prévalence de VIH-Sida était assez élevé. Et donc, à cette époque-là, il y avait beaucoup de problèmes de VIH-Sida dans l'ancien Chaba, l'actuel Katanga, récemment divisé en 4 provinces. Mais c'est surtout de nos jours parce que ce sont des centres urbains. Et donc, nos contributions, en partenariat toujours avec le gouvernement du Congo, sont très considérables. À part nos investissements directs dans le développement ici, nous avons aussi des contributions très importantes à l'effort de la MONUSCO. Les États-Unis, à l'échelle mondiale, contribuent plus de 28% de tous les frais de toutes les opérations de maintien de la paix, dont la MONUSCO aussi. Et donc, voilà, il y a des contributions importantes à la stabilité dans l'Est, où sévissent les groupes armés. Et donc, pour revenir à votre question initiale, nos relations bilatérales sont très bonnes. Alors, vous êtes ici en RDC depuis, disons, presque un an, oui, en République démocratique du Congo, en tant que chef de mission adjoint de la République démocratique, de l'ambassade américaine en RDC. Oui. Quelle lecture faites-vous de la situation politique et économique ici en RDC? Les situations sont liées l'une avec l'autre, mais quant à la situation politique, tout d'abord, cette situation, c'est les Congolais eux-mêmes qui doivent résoudre
cette, je dirais, crise, parce que nous le considérons par rapport comme à votre contribution pour le maintien de la paix en RDC? Oui, un point central, un thème central de la politique étrangère des États-Unis, non seulement ici en RDC, mais partout dans le monde, c'est la démocratie. Nous en sommes fiers de l'histoire de notre pays dans la mesure où nous sommes le premier pays démocratique de l'ère moderne. L'ère moderne, je veux dire, par rapport à l'ancienne Grèce et tout ça. Donc dans le 18e siècle, nous sommes établis comme pays démocratique. Nous croyons vivement que ces valeurs démocratiques sont universelles, comme indique la charte de droits de l'homme de 1988, je veux dire. Ici en RDC, jusqu'ici, il n'y a jamais eu d'alternance démocratique dans toute l'histoire de ce pays, mais devant nous, nous avons toujours une opportunité d'avoir une telle alternance démocratique. Et qu'est-ce que je veux dire par alternance démocratique? Parce que si je veux dire donner au peuple congolais, accorder à eux le droit fondamental dont ils doivent jouir, à savoir pouvoir aller librement aux urnes. Si tel est le cas, et que dites-vous de l'élection en 2011, puisqu'il y a eu élection en RDC? Mais je parle d'alternance. Quand je dis alternance, je veux dire un transfert de pouvoir d'un pouvoir à un autre. Par exemple, et certes, en 2006 et en 2011... C'est celui qui gagne les élections. Oui, il y a eu des élections en 2006 et 2011, mais c'était toujours la même personnalité. Il a été élu pour une deuxième fois, M. David Brown. Non, je ne conteste pas que ces élections étaient démocratiques, mais je parle de l'alternance démocratique. M. David Brown, qu'entendez-vous par alternance politique? Bon, alternance politique, c'est quand il y a des élections et ces élections sont libres, justes et transparentes et le peuple décide entre, par exemple, si dans le cas actuel de l'RDC, si aux prochaines élections, il y a l'opposition qui gagne, ce serait un exemple d'une alternance. Mais en même temps, si l'actuelle majorité présidentielle, avec un candidat autre que l'actuel chef de l'État, gagne, ce serait aussi une alternance, parce que ce serait suite à l'expression du choix du peuple qu'un autre candidat était élu. Donc, bien qu'il y ait eu des élections en 2006 et 2011, c'est la même personnalité qui a gagné. Donc, jusqu'ici, il n'y a pas eu d'alternance, bien qu'il y ait eu des élections démocratiques. Alors, les États-Unis, vous soutenez la facilitation initiée par la SENCO avec l'opposition congolaise pour un dialogue. Oui. Et l'envoyé spécial des États-Unis, chargé des Grands Lacs, Thomas Perello, a rencontré quand même des personnalités politiques congolaises. Quel est le message clé? Bon, le message clé est que nous avons devant nous une date importante qui est le 19 décembre, qui est la date, selon la constitution congolaise, c'est la fin du deuxième et dernier mandat de l'actuel chef de l'État. C'est pas quand même l'hécatombe. Pardon? C'est pas quand même l'hécatombe. Oui, mais c'est la fin de son mandat, qui est, selon la Constitution, 5 ans. Donc, quant à la médiation de la SENCO, nous vous trouvons ici en RDC dans une situation où, pour des raisons diverses, les élections, les préparatifs n'ont pas eu lieu à temps, et il est nécessaire de trouver une formule politique pour un gouvernement qui va suivre après la fin du mandat de l'actuel président. Vous parlez de formule politique et le dialogue tenu en octobre dernier, puisque nous connaissons les conclusions. Les élections seront organisées, donc plus ou moins projetées dans 2 ans. Et la CENI est en train de se préparer pour divulguer le calendrier électoral. Qu'est-ce qu'il faut encore comme consensus politique? Qu'est-ce qu'il faut comme formule politique pour l'instant? Oui, nous avons soutenu les efforts de cette initiative de l'Union africaine, dont le facilitateur était bien entendu l'ancien Premier ministre du Togo, Edem Kodjo. Et nous saluons le résultat
de ces efforts, l'accord du 18 octobre, mais en même temps, il y a des lacunes dans Quelles sont ces lacunes, par exemple? Comme document, c'est un très bon point de départ, mais le fait qu'il y a eu beaucoup de partis de l'opposition importants qui n'ont pas participé dans ce dialogue national. Mais la porte était ouverte. La porte était ouverte à tout le monde. Est-ce qu'il faut revenir en arrière parce qu'il y a eu une frange de l'opposition qui n'a pas participé au dialogue? Il faut tout refaire à zéro? Oui, mais c'est dans un contexte politique qu'il faut reconnaître. Il y a eu des fermetures de stations de médias. Il y a des contestations des deux côtés sur quelle est la situation réelle derrière tout ceci. Il y a eu successivement pas mal d'arrestations dites de prisonniers politiques par certains et d'accusés par le pouvoir. Et il y a des contestations quant à la neutralité de M. Edem Kodjo lui-même par certains partis de l'opposition. Mais en fin de compte, ce n'était pas un document consensuel qui représentait les points de vue de toutes les tendances de ce pays. Donc c'est un constat, et il y a des revendications de certains partis de l'opposition, et suite à ceci, et dans l'esprit d'arriver comme à Sun City il y a un peu plus de 15 ans, c'est vu par beaucoup de monde que c'est indispensable qu'il y ait un document vraiment consensuel. D'où vient l'initiative de la CENCO, conférence des évêques, l'Église catholique avec son rôle historique qui est tellement important, tellement respecté comme une autorité morale dans ce pays, suite à une demande du chef de l'État lui-même. Ils ont entamé un processus de médiation entre l'opposition et la majorité présidentielle. Il y a eu des défis, mais par exemple hier, le président Kabila a eu une réunion avec les évêques et a reconfirmé cette tâche qu'il avait donnée aux évêques de tenter d'arriver à un accord consensuel. Et quelle est la réplique, quelle est la réponse de la majorité à Thomas Verly, qui a rencontré la majorité présidentielle? Quelle est leur position? Bon, je crois qu'on ne peut pas entrer dans les détails des les grandes lignes. Est-ce que mais, nous allons à ce consensus? Ce que notre envoyé spécial a dit aux médias hier, c'est que notre gouvernement, les États-Unis, nous soutenons totalement les efforts de la CENCO. Et dans le sens où le chef de l'État lui-même a reconfirmé son appui, son soutien à l'effort de la CENCO, en ce sens, il n'y a pas de divergence entre la position de notre gouvernement et le souhait exprimé par le chef de l'État lui-même. Est-ce que cela sous-entend qu'aujourd'hui, on devrait considérer que le dialogue tenu en octobre dernier est une question qui reste dans le passé, et les conclusions qui ont été tenues, puisque vous évoquez certaines revendications d'une frange de l'opposition, vous évoquez également la question de la neutralité du facilitateur Edem Kodjo. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Bon, nous allons vers un autre dialogue. Non, ce ne serait pas un autre dialogue, c'est une médiation de la CENCO, c'est un groupe très restreint, mais est-ce que les autres partis ne vont-elles pas se considérer exclus de ce groupe restreint qui va être consulté par la CENCO? Bon, dans le contexte, comme j'ai indiqué, la lacune principale de l'accord de dialogue du 18 octobre est que ce n'était pas suffisamment inclusif. Et donc, voilà un des objectifs principaux des évêques, c'est de tenter de réunir autour de la même table et la majorité présidentielle et l'opposition qui a participé au 18 octobre, mais aussi certains partis politiques importants qui n'y étaient présents.
qui n'y étaient pas présents, pardon. Donc, quant au fond, parce qu'il y a la question des dates des élections, les présidentielles, les législatives nationales et provinciales, l'organisation d'un nouveau gouvernement. Il y a certains qui disent un gouvernement de transition, il y a ceux qui disent bon, c'est pas vraiment une transition, c'est un prolongement en quelque sorte un peu flou du mandat actuel. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, nous sommes un pays ami du Congo. Nous voulons à tout prix éviter une ingérence, donc il y a certains détails, on ne touche pas, au moins publiquement. En privé, peut-être aborder... En privé, on peut toucher certains détails. Certains détails, oui, parce que, bon, après tout, entre des amis, si vous voyez votre ami en difficulté, vous tentez de lui donner des conseils. L'ami, si c'est un véritable ami, il va l'accepter, considérer, rejeter ou accepter. Est-ce que vous êtes d'avis qu'il est aujourd'hui carrément impossible d'organiser les élections selon le délai constitutionnel? Là, au moins, tout le monde le reconnaît. Oui, parce que c'est dans quelques jours. Le délai constitutionnel, les élections... Mais pourquoi les États-Unis martèlent sur le respect de la Constitution, alors que, sur ce point-là, le dialogue a pu... trouver des conclusions pour ce qui concerne les élections en République démocratique du Congo. Donc, il y a un gouvernement qui va être formé pour poursuivre justement les résolutions du dialogue. Oui, mais nos objectifs n'ont pas changé. Ce sont les mêmes qu'auparavant. C'est organiser des élections dès que possible. Il y a quelques mois, on avait parlé dans les délais constitutionnels qui étaient des élections vers fin novembre avec fin de mandat le 19 décembre. Ça n'a pas été possible. Nous parlons toujours des élections dès que possible, dans des conditions démocratiques. Et donc notre position n'a pas vraiment changé. Discussion maintenant de certaines dates, certaines modalités, mais ça n'a pas changé. Alors les États-Unis lancent des messages alarmants aux différents ressortissants de votre pays, tout comme d'autres ambassades accréditées en République démocratique du Congo. Est-ce que ce n'est pas une psychose que vous lancez quand même dans le chef du Congolais, que la date du 19 décembre est fatidique, il faut quitter la RDC parce qu'il y aura hécatombe? Bon, c'est très exagéré, je veux dire. Tout d'abord, nous avons une responsabilité envers nos concitoyens à les donner des conseils, à les protéger. Vous pensez que la situation est grave, alors il faut évacuer nos ressortissants? Non, on n'a pas dit qu'il faut évacuer nos ressortissants. L'ambassade elle-même prend des mesures qui vont aider l'évacuation de certains de nos personnels. Mais quant à nos concitoyens, nous avons passé des messages à travers le département d'État qui leur conseillent d'être prudents, de considérer, vu la date du 19 décembre, vu ce qui s'est passé par exemple le 19 et le 20 septembre, avec beaucoup de prudence, considérer quitter le pays. Donc, je ne crois pas que ce soit un message de hécatombe vraiment alarmiste, mais je crois que c'est réaliste et c'est d'ailleurs notre responsabilité de tenter de protéger nos concitoyens. Très bien, si tel est le cas. Où en êtes-vous aujourd'hui avec les différentes sanctions envers quelques personnalités politiques de la République démocratique du Congo? Où en êtes-vous aujourd'hui? Oui, on a pris des sanctions, je crois que c'était vers fin mai, si je ne me trompe pas, et puis le 22 septembre, envers deux autres personnalités dans les forces de sécurité. Nous avons indiqué que nous allons considérer d'autres mesures dans le futur afin d'encourager le gouvernement à, par exemple, rouvrir l'espace médiatique, relâcher certains détenus que nous considérons comme des détenus, il y a certains qui disent des détenus politiques, mais des personnalités politiques et aussi la société civile qui, pour des raisons pas très claires, ont été détenus et arrêtés, quelquefois condamnés, sous des conditions que nous considérons comme injustes
des cas qui doivent être réglés pour créer une atmosphère apaisée qui pourrait ensuite faciliter un accord consensuel entre les Congolais. Et ça, ce n'est toujours pas de l'ingérence? Non, dans la mesure où, comme j'ai indiqué, les droits de l'homme sont des valeurs universelles. Les valeurs démocratiques sont des valeurs universelles qui s'appliquent à chaque peuple du monde. Et les États-Unis sont un pays défenseur de droits de l'homme. Et donc, nous sommes très soucieux du sort de certains Congolais qui ont été détenus, arrêtés et condamnés, quelquefois sous des conditions que nous considérons des faits dont on dispose comme injustes. Oui. Est-ce que l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche va-t-elle avoir des répercussions sur la politique africaine? Oui, ça reste à voir. Oui. Je crois qu'il y a une Parce qu'on a vu quand même un Donald Trump très préoccupé dans sa campagne sur l'Amérique et moins sur les questions africaines. Oui, très bonne question. Tout d'abord, je crois que de façon générale, la politique étrangère des États-Unis ne change pas beaucoup, ne varie pas beaucoup entre les administrations nouvelles, que ce soit une administration démocrate ou une administration républicaine. Quant au président élu Trump, je crois qu'il nous faut attendre tout simplement. Son investiture va être le 20 janvier. Il y aura une alternance démocratique aux États-Unis. Nous nous considérons, j'espère modestement, comme un exemple pour l'RDC dans cette question d'alternance politique. Le premier président de souche africaine, Barack Obama, qui était non seulement élu, mais réélu par le peuple américain. On l'a vu très impliqué sur les questions africaines. Oui, et il va rendre son tablier, le transférer président élu Trump. Quant à la politique étrangère des États-Unis envers l'Afrique, je crois qu'il y a une forte présomption ici que Donald Trump il va changer la politique de façon négative, mais la réalité des choses... Qu'entendez-vous de façon négative? Bon, il y a moins d'attention, peut-être moins d'aide au développement, mais ce que je veux dire est que la réalité peut être très différente, parce qu'il y a eu des mêmes attentes après l'élection de George Bush, ouais. Qui est du Parti républicain, comme président élu Trump. À l'époque, je me souviens très bien, parce que je suis diplomate depuis quelques années, et à l'époque, j'étais en Afrique d'ailleurs, et donc il y a cette présomption que l'administration républicaine, mais en fait, le président Bush, c'était lui qui avait initié le programme PEPFAR, dont j'ai mentionné tout à l'heure, la lutte contre le VIH-Sida. Littéralement des milliards et des milliards de dollars qui ont été investis sur ce continent, y compris ici au Congo, dans cette lutte contre le VIH-Sida. Donc ce n'est qu'un seul exemple parmi beaucoup d'autres où il y a eu en fait beaucoup de continuité dans la politique étrangère des États-Unis envers l'Afrique. Donc attendant, donnons au moins au nouveau président élu l'opportunité de décider sa propre politique et espérons que ça va être une très bonne politique en ce qui concerne l'Afrique, dans beaucoup de domaines. Mais revenons un peu dans la coopération bilatérale qui existe entre la RDC et le pays de l'oncle Sam, les États-Unis. Quelles sont les priorités dans cette coopération ici en République démocratique du Congo? Bon, une priorité que je n'ai pas citée jusqu'ici, c'est... Vous avez beaucoup plus parlé de la santé. J'ai parlé de la santé, mais un pilier en quelque sorte de notre politique ici au Congo, c'est aider l'Est du pays qui était victime de beaucoup de groupes armés, avec un afflux de réfugiés qui est énorme, beaucoup de conflits, et un pays qui n'est pas un pays, ne peut pas développer comme il faut. Et donc, évidemment, c'est une grande priorité du gouvernement de président Kabila aussi. Donc, nous soutenons les efforts des forces armées de l'RDC, mais aussi avec un appui d'aide au développement pour apporter un appui au système sanitaire, système d'éducation,
nous souhaitons faire notre modeste contribution, modeste mais aussi avec franchement beaucoup d'investissements en dollars, des techniques aussi pour aider la stabilité dans l'Est. À part ceci, le renforcement des capacités des institutions de l'État par des programmes divers, encore une fois, surtout dans le domaine de la santé et de l'éducation. Il y a eu un programme assez modeste de bonne gouvernance et démocratie. Donc voilà les grandes lignes de nos programmes ici. Monsieur David Brown, on arrive déjà presque à la fin de notre entretien. J'aimerais quand même revenir sur la situation sécuritaire et politique en République démocratique du Congo. Quel est le dernier mot des États-Unis sur cette question-là, puisque c'est dans quelques semaines? Bon, espérons qu'il y aura un accord consensuel avant le 19 décembre. Une chose que je n'ai pas mentionnée, c'est la conjoncture économique qui est grave. Le déficit budgétaire de l'État était dans les premiers 3 trimestres de cette année 303 millions de dollars. Situation des devises à la Banque centrale très préoccupante. Le taux d'échange, la valeur du franc congolais baisse, qui forcément va créer encore plus d'inflation. Il y a une accélération de taux de l'inflation et qui ensuite apporte une chute dans le pouvoir d'achat des foyers congolais. Et le nouveau gouvernement, mené par le Premier ministre Badibanga, aura de grands défis devant lui. Et éventuellement, il y aura un nouveau gouvernement nommé. Mais les défis qui sont devant le gouvernement sont énormes. Je cite un autre exemple. Le budget de l'État congolais, le budget entier, y compris, si je comprends bien, les transferts vers les provinces, était de l'ordre de vers 5,1 milliards de dollars. Maintenant, on a eu récemment l'estimation de la CENI du coût des élections, à savoir 1,8 million de dollars. Mais je pose la question, d'où va venir cet argent? Le gouvernement lui-même a annoncé qu'il ne va pas demander de l'aide de l'étranger, il préfère financer les élections lui-même, mais dans une conjoncture où la masse salariale du gouvernement déjà représente environ 70% du budget entier. Je repose la question, d'où va venir cet argent pour les élections? Donc on peut négocier un accord consensuel avec des dates, que ce soit en décembre l'année prochaine ou en avril de 2018, comme indiqué l'accord du 18 octobre. Il y a des questions fondamentales qui n'ont pas été vraiment débattues, et c'est parmi ces questions, d'où va venir l'argent pour les élections? Serait-il possible d'avoir ces élections à temps avec cette somme colossale que la CENI nous informe serait nécessaire pour les élections? Vous êtes très préoccupé par les questions électorales en République démocratique du Congo. Si le gouvernement dit qu'il va organiser les élections pendant cette période-là, c'est qu'il est capable de financer. Oui, espérons-le, mais en même temps, il faut être réaliste. Si vous dépensez 70% pour payer les salaires des fonctionnaires, ça veut dire qu'il y a que 30% qui restent pour les opérations du gouvernement, pour l'investissement public, pour l'enveloppe nécessaire pour les élections. Bon, ça devient une question mathématique. Il n'y a pas suffisamment. Est-ce que vous allez dépenser 1,8% milliard? Ça représente déjà environ 30% du budget. Ça veut dire que vous pouvez organiser les élections avec cette partie-là, payer les fonctionnaires avec tout ce qui reste, mais qu'est-ce que vous allez faire? Le secteur d'éducation? Zéro? Non. Donc il y a un problème fondamental, problème fiscal, que le gouvernement va certainement gérer. J'espère bien, je l'espère bien, mais c'est une situation, un grand défi économique qui est devant le Congo. Comme j'ai indiqué en tant que pays ami, je ne cite pas ces problèmes pour critiquer. Non, j'attire tout simplement l'attention du public congolais à certaines réalités et pose des questions fondamentales qui peuvent être ensuite
réglée et décidée par les Congolais eux-mêmes. J'espère aussi avec un appui continu des États-Unis. On ne va pas arrêter nos investissements considérables ici dans ce pays, mais encore une fois, comme pays ami de longue date, nous sommes profondément préoccupés par la situation politique. Nous voulons voir vivement un accord consensuel avant le 19 décembre. Ceci pourrait d'office limiter beaucoup d'incertitudes ici. Je crois que ça pourrait aussi instaurer une confiance dans l'économie. Il y a des opérateurs économiques à cause de l'incertitude politique et empirée en quelque sorte par la conjoncture économique qui est grave. Mais s'il y a un accord politique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va éliminer cette incertitude, ça va encourager ensuite l'élection d'un gouvernement élu, va être un gouvernement légitime. Le gouvernement aura des options comme demande d'un appui, par exemple, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, d'autres Comme banques. ça a toujours existé depuis la nuit des temps, cette coopération avec toutes ces institutions des Nations Unies. Non. Mais il n'y a pas un programme de l'FMI depuis plusieurs années. On espère Oui, qu'avec le nouveau gouvernement, oui. nous allons retisser nos liens avec ces institutions. Nous espérons bien, nous restons positifs sur ces questions-là. Oui. Merci quand même, Monsieur David Brown. Je rappelle à tous nos chers téléspectateurs que je venais donc de m'entretenir avec le chef de mission adjoint de l'ambassade américaine accréditée en République démocratique du Congo. Avec lui sur ce plateau, nous avons parlé de la situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo et survolé un tout petit peu l'élection récemment de Donald Trump aux États-Unis. Merci pour la confiance que vous accordez à notre magazine et merci également Monsieur David Brown d'avoir choisi notre magazine pour vous exprimer. C'est un réel plaisir de vous avoir reçu sur mon plateau. Merci beaucoup. Le plaisir le mien. Merci. Au revoir et à la prochaine.